Bonsoir. Officiellement, depuis 200 ans, tous les privilèges ont été abolis en France. Mais ça, évidemment, c'est pour la version officielle. Car à côté de l'immense majorité des Français qui peinent dans leur quotidien, qui se serrent la ceinture pour payer leurs impôts ou leur loyer, il y a des Français qui encore aujourd'hui bénéficient injustement de pistons et de privilèges très conséquents. Savez-vous par exemple que certains ont décroché des appartements à loyer très réduit car ils connaissent la bonne personne au bon endroit ? Savez-vous que dans certaines professions, on a droit à des réductions d'impôts très importantes ou à des vacances tout frais payés? Alors, qui bénéficie de ces avantages? Comment les obtient-on? Est-ce légal? Et que font les pouvoirs publics pour contrôler ou empêcher ces abus? C'est une enquête d'Anne-Laure Guérin. Ils ont une vie qui en ferait rêver plus d'un. Jean-Paul et son épouse Nathalie ont la chance de pouvoir profiter chaque week-end de cette plage de rêve sur l'île de la Réunion. C'est vrai que le soleil, les cocotiers, la mer, ça aide à avoir la vie, on va dire, gaiement, quoi. Au programme de la journée, baignade et jeux de plage. Ah non, ne m'arrose pas. Et dire qu'il y a encore quelque temps, ils vivaient dans la grisaille du nord de la France. C'est sûr qu'il n'y a pas photo, hein. Et puis bon, pour les enfants, voilà, jamais mettre de manteau, de pull, de kawaii, enfin très peu en tout cas. Pour rien au monde, ils ne rentreraient en métropole. T'es prête? Oui, je suis prête. Alors attention, 1. Cette famille appartient à une catégorie de Français particulièrement gâtés. On a réussi, regarde. Car en plus de vivre au soleil toute l'année, Jean-Paul et Nathalie ont droit ici à tout un tas d'avantages. Des avantages auxquels ni vous ni moi ne peuvent prétendre. D'une certaine façon, ce sont des privilégiés. Et leur situation ferait rêver bien des Français. C'est une situation qui peut sembler totalement injuste. D'un côté, 58 milliards d'augmentation d'impôts ont été prélevés sur les ménages en 6 ans. Des sacrifices demandés aux Français pour renflouer les caisses de l'État. Ce qui, ajouté à la crise, nous oblige à faire toujours plus attention. Or, d'un autre côté, il y a des moyens de faire des économies dans les dépenses publiques. Car l'État dépense des millions d'euros tous les ans pour financer les nombreux privilèges d'une catégorie bien particulière de Français, les fonctionnaires de l'outre-mer. On m'avait dit tu gagneras plus, bon, on m'avait dit grosso modo. Quand j'ai vu, j'ai dit c'est génial. Des salaires majorés et ça ne s'arrête pas là. Fiscalité, primes, retraite et même congés, sur bien des points, il y aurait de quoi les envier. 90 000 pour les billets d'avion aller-retour, total de 138 000 euros pour la collectivité. Alors, quels sont précisément ces avantages? Qui y a droit et pourquoi? J'ai pas l'impression d'être privilégié. Combien ces privilèges coûtent-ils à la collectivité? Et pourquoi l'État ne réforme-t-il pas ces statuts particuliers qui nous coûtent aussi cher? Les fonctionnaires, on les jalouse souvent parce qu'ils ont l'emploi à vie. Mais pour ceux qui travaillent outre-mer, vous allez le voir, ça va beaucoup plus loin que ça. Mesdames, il est 11h et 25 minutes dans le local, bienvenue à l'île de la Réunion, la température est de 28 degrés. À 11 000 km de Paris, la Réunion. 30 km de plage, 25 degrés toute l'année. À bien des égards, l'île est un petit paradis. Et depuis quelque temps, c'est ici que vit Solène, une institutrice de 36 ans. Ok, donc voilà la classe. J'ai 25 élèves de CE2. Il y a 3 ans, sa vie a changé. Elle a été mutée ici, à La Réunion. Elle profite du cadre de vie idyllique, mais aussi d'un pouvoir d'achat démultiplié. Ah ouais, ça a été... waouh. Ah bah ouais, c'est sûr, parce que bon, en métropole, on n'est pas quand même super bien payé, donc voire mal payé. Solène gagne aujourd'hui 2 800 € net, au lieu de 1 800 € net en métropole. Une augmentation de plus de 50% qu'elle a découverte avec sa première paye.
Et là, j'étais super contente, quoi. Parce que je savais pas, on m'avait dit tu gagneras plus, bon, on m'avait dit grosso modo. Quand j'ai vu, j'ai dit c'est génial. Avec 1 000 € de plus par mois, forcément son train de vie a bien changé comparé à l'époque où elle était institutrice à Biscarros, dans le sud-ouest. Ici, Solène peut s'offrir cet appartement avec une vue imprenable sur la mer. C'est chez moi, là il y a les toilettes, la salle de bain, là il y a ma chambre. Et là le salon, avec la cuisine, petite cuisine. Un appartement de 40 mètres carrés avec en bonus cette immense terrasse. Sous les tropiques, c'est appréciable. Bah, c'est grand, c'est bien. J'ai une super vue. Le loyer n'est pas donné, 800 € par mois. Une somme qui aurait été hors de sa portée quand elle était fonctionnaire dans le sud-ouest. Tous les matins il fait beau, grand soleil. On se pose plus la question ici et voilà, donc j'adore. Si son pouvoir d'achat a autant augmenté, ce n'est pas seulement parce que son salaire a fait un bond de 50%. C'est aussi parce que le fisc, ici, a la main moins lourde qu'en métropole. Solène s'en rend compte chaque année quand elle fait sa déclaration de revenus. Alors, prélèvement automatique. Un moment désagréable pour la plupart des Français, mais un peu moins pour elle. Car une fois qu'elle a déclaré la totalité de ses revenus, à savoir 36 000 € par an, avant de valider, Solène fait un petit détour par une ligne qui change tout. Guadeloupe, Martinique ou Réunion. Donc Réunion, ensuite. En cochant cette petite case, il est automatiquement déduit 30% de son revenu, avant le calcul de l'impôt. Donc à La Réunion, je paye 2 857 € d'impôt. Voilà, avec un abattement, voilà, 30% sur les DOM. Cet abattement de 30%, tous les Réunionnais en bénéficient. Du coup, Solène paie 2 857 € d'impôt, au lieu de près de 4 000 si son salaire était imposé en métropole. Cadeau fiscal, augmentation de salaire spectaculaire, ces avantages profitent à tous les fonctionnaires qui travaillent en Outre-mer. Des privilèges qui paraissent exorbitants aujourd'hui, mais il faut dire qu'ils ont été accordés à une époque où l'Outre-mer, c'était presque le bagne. Il y a encore un demi-siècle, toutes ces îles ne faisaient pas forcément rêver comme aujourd'hui. Voilà par exemple à quoi ressemble l'île de la Réunion dans les années 50. Il n'y a quasiment pas de route et les services publics, comme l'école ou les hôpitaux, étaient eux aussi plus que limités. Pas de quoi donner envie de traverser la planète pour venir travailler ici. Les fonctionnaires de métropole rechignent à venir s'installer. Alors, en 1950, face au manque d'effectifs, l'État va leur tendre une carotte. De quoi les motiver. Il leur propose des augmentations de salaire, et pas des moindres. De 40% pour la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane. De 53% pour la Réunion. Et pour les îles Marquises en Polynésie française, les fonctionnaires voient même leur salaire doubler avec une augmentation de 106%. Des avantages plus que convaincants. Résultat, d'année en année, les fonctionnaires venus de métropole finissent par affluer en masse. Ils sont même aujourd'hui près de 160 000. Sauf qu'en 60 ans, les temps ont bien changé en Outre-mer. On y trouve désormais tout le confort de la métropole. Les routes sont maintenant de bonne qualité. Et les hôpitaux ont rattrapé leur retard. Alors comment justifier aujourd'hui que les avantages des fonctionnaires perdurent ? En fait, il semblerait que ces îles françaises réservent encore quelques désavantages vis-à-vis de la métropole. Solène s'en rend compte à chaque fois qu'elle fait ses courses. Car ici, le coût de la vie serait encore beaucoup plus élevé qu'en métropole. Alors, cela justifie-t-il des augmentations de salaire de plus de 50%? Pour le savoir, nous nous sommes amusés à faire un petit test comparatif des prix en magasin. Commençons par les produits laitiers. Moi j'adore celui-là par exemple. Pour ce morceau de Roquefort, c'est 6,34 €. Alors qu'à Paris, dans ce supermarché témoin où nous avons fait la comparaison, pour ce même morceau de Roquefort, il faut cette fois compter 2,15 €. C'est donc 3 fois plus cher pour Solène.
En fait, ici, ce qui coûte le plus cher, c'est tout ce qui est produits laitiers, donc fromage, yaourt. Et si vous aimez le pain brioché au petit déjeuner, il va aussi falloir mettre le prix. La brioche, voilà. Ici, voilà, ça coûte quand même 6 €. 6 € à La Réunion contre 1,95 € à Paris. Et pour les petits plaisirs gourmands, Voilà, plaquette de chocolat. c'est le double. 3,23 € à La Réunion contre 1,69 € dans notre supermarché témoin. Et pour tous les autres produits que Solène va acheter, du poulet, du café, du vin, c'est aussi plus cher, entre 10 et 60%. Au final, au passage à la caisse, la jeune femme débourse 37,47 €. Et pour nous, à Paris, la note s'élève à 27,14 €, soit plus de 35% d'écart. Mais avec son salaire qui a bondi de 50%, Solène peut se lâcher dans les rayons. Au début, mes premières courses, c'est vrai que au bout de 20 minutes, j'avais toujours rien mis dans mon caddie parce que je me disais, ah, mais c'est trop cher, c'est trop cher. Puis alors, je me suis dit, mais Solène, t'es payée plus cher, donc tu peux mettre des trucs dans ton caddie, quoi. Vas-y, voilà. Et elle y va, car sur l'île, on fait des économies dans plein d'autres domaines. Pas besoin de coûteux vêtements d'hiver et pas de frais de chauffage. Et les restaurants sont moins chers. Selon une étude de l'INSEE, toutes dépenses confondues, l'écart de prix entre la Réunion et la métropole ne serait que de 12%. Alors forcément, avec 50% de bonus sur leur salaire, les fonctionnaires comme Solène s'y retrouvent largement. Des revenus plus généreux? Moins d'impôts? Dans la presse, on s'interroge régulièrement. Et c'est la même question qui revient. Les fonctionnaires d'outre-mer ont-ils trop d'avantages? La Cour des comptes s'est d'ailleurs emparée du sujet cette année. Selon elle, les fonctionnaires d'outre-mer sont trop payés. Leur surrémunération coûterait cher à l'État, plus d'1 milliard d'euros chaque année. Le traitement des fonctionnaires d'outre-mer fait polémique, d'autant que leurs avantages ne s'arrêtent pas en fin de carrière. C'est Indiana Jones en Bermuda qui chantonne sur un chemin de randonnée. C'est Lilian, 70 ans. Un retraité qui, contrairement à beaucoup de Français de son âge, n'est pas vraiment inquiet pour ses vieux jours. Vous voyez comme les paysages sont magnifiques, hein? La mer, la preuve, regardez-moi ça. Avec lui, ils sont toute une bande de retraités de La Réunion, tout aussi détendus. Une petite montée. Institutrice, un pied de riz, moi j'essaye de draguer, mais pas marché. On était trop jeune pour moi. Originaire de Lille, Lilian a fait quasiment toute sa carrière ici. Il travaillait dans l'éducation nationale en tant que conseiller pédagogique. Et pour un retraité de la fonction publique, son train de vie fait plutôt rêver. Chez moi, j'ai une employée de maison et j'ai un jardinier sous forme de chèque emplacé à vif. Les retraités, ils ont besoin souvent de personnel. Donc ils participent aussi à la vie sociale, à l'emploi. Et s'il peut se permettre de telles dépenses, c'est parce que son régime de retraite est un peu spécial. Il touche 35% de plus que ses collègues de métropole. C'est une structure paramunicipale. Et pour bénéficier de ces retraites très généreuses, pas besoin d'avoir fait toute sa carrière dans les îles. Par exemple, Michel, ancien gendarme, a débarqué sur le tard. Ah bon. Et combien d'années tu as fait à La Réunion? 4. Pas plus que ça. En activité, non, pas plus. 4 ans d'activité à La Réunion. Et il bénéficie de la même majoration que Lilian. Et on peut dire qu'il ne regrette pas son choix. En prenant la retraite à La Réunion, j'ai gagné autant à la retraite à La Réunion que si j'aurais continué à travailler en métropole. Puisque je bénéficiais de la rémunération. Voilà. Mais pour avoir droit à tous ces avantages, il y a une contrepartie. Il faut obligatoirement vivre à La Réunion et ne pas s'en absenter plus de 90 jours par an. Sauf que cette règle n'est pas respectée de tous. Certains anciens fonctionnaires, originaires de métropole, auraient parfois, disons, le mal du pays. Très loin de l'océan Indien, au bord de la Seine à Paris, ce monsieur qui profite du beau temps dans un jardin parisien est un fraudeur.
Retraité de la fonction publique, il vit à La Réunion, enfin officiellement. Parce qu'en réalité, il passe une grande partie de l'année ici. Je suis en France depuis 4 semaines et je repars dans 3 semaines. Je vais sans doute revenir en septembre pour des raisons familiales. Donc vous allez dépasser les 90 jours. Et il est possible que je dépasse. Si l'administration s'aperçoit qu'il passe plus de 90 jours en dehors de La Réunion, il sera sanctionné et il perdra sa prime de 35%. Alors ce retraité préfère rester le plus discret possible. Au niveau du droit, je peux dire que je fraude. Je suis un peu mal à l'aise pour parler de tout ça parce que j'enfreins la légalité et je me trouve des excuses, comme tout un chacun se trouve des excuses quand il a mis le doigt dans la confiture. Et certains fraudeurs seraient encore plus gourmands. En fait, ils seraient des centaines à abuser du système. Alors l'État a mis des contrôleurs à leur trousse. À Saint-Denis de La Réunion, dans ce bâtiment des finances publiques, Geneviève Tréjot et Éric Josset essaient de démasquer les tricheurs. Leur technique est simple. Ils demandent chaque année à quelques centaines de retraités choisis au hasard de leur fournir une batterie de justificatifs. Photocopie de taxe d'habitation, puisque la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui résident effectivement. Mais aussi quittance de loyer, d'eau, d'électricité, de téléphone. On leur demande de remplir un tableau qui relève, qui recense les dates de départ et de retour à La Réunion en cas de déplacement. Et c'est comme ça qu'Éric a reçu le dossier d'une personne qui n'a même pas pris la peine de se dissimuler. Là, on est sur la quasi-fraude. Dans le dossier, il y a un papier qui prouve qu'il y a fraude. Sur sa déclaration de revenus, cette personne est domiciliée en métropole. Cette personne est en métropole. Oui, en Gironde. Manifestement, c'est qu'elle avait déclaré sa résidence principale en métropole. Et ça nous suffit. La personne ne touchera plus jamais de majoration sur sa retraite. Et elle va devoir rembourser ce qu'elle a perçu illégalement. 2 années de bonus de retraite. Ça représente pas mal d'argent. Un ordre de reversement des sommes indûment perçues en 2013 et 2014 sera émis à votre compte pour un montant net de 22 711 €. En 2015, l'État espère ainsi récupérer environ 1 million d'euros. Mais faute d'effectifs suffisants, seul un retraité sur 22 est contrôlé chaque année. Beaucoup de fraudeurs passent encore entre les mailles du filet. Lorsqu'on additionne les bonus de salaire, les retraites majorées, les réductions d'impôts et la fraude, les fonctionnaires en Outre-mer sont très coûteux pour les finances publiques. Une charge très importante pour l'État, mais pas seulement. Cela pèse également très lourd dans le budget de certaines municipalités, jusqu'à parfois faire flamber les impôts locaux. Au sud de l'île de La Réunion, dans la ville de Saint-Louis, 50 000 habitants, la mairie détient un record dont elle se serait bien passée et qui n'est pas sans conséquences sur ses finances. Une situation dont on prend la mesure si on s'amuse à passer un petit moment à l'état civil. Cet après-midi, les 4 fonctionnaires font face pendant de longs moments à un banc désespérément vide. Il est 15 h, la mairie est ouverte depuis 7h30 ce matin. Et pourtant, Monique n'a traité qu'une poignée de demandes. Ce matin, on en a fait quoi? 1, 2, 3, 4. 4 demandes de carte d'identité. Peut-être 3 demandes de passeport, on l'a fait aujourd'hui, depuis ce matin. À l'entendre, la fréquentation serait très variable selon les jours. Il fallait venir là demain après-midi. Pourquoi? Vous auriez vu le nombre qu'il y aurait là de gens qui attendent leur tour. Et de la même manière, pour le chef de service, il ne faut pas se fier aux apparences. Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Mais le personnel a toujours quelque chose à faire. Hein. Le registre à mettre à jour. Mais il y a toujours quelque chose à faire dans l'état civil. Répondre au téléphone. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Une journée exceptionnellement calme. Un hasard du tournage peut-être. Mais pour le maire Patrick Mallet, il y a un vrai problème. Sa mairie est en sureffectif. Bonjour. C'est devenu sa principale préoccupation. Chaque semaine, il organise une réunion de crise avec la directrice du personnel, Martine Caillasson.
et le responsable des finances, Serge Lombardi. Le maire est très inquiet pour sa municipalité. Notre préoccupation de tous les jours, c'est déjà de maîtriser le budget de fonctionnement et puis de maîtriser les charges du personnel. Il emploie 2300 personnes au lieu de 1300 fonctionnaires dans une ville comparable en métropole. Un boulet financier dont son prédécesseur serait responsable. Il a fait 400 titularisations entre 2012 et 2014 et il a fait 125 nouvelles embauches directement titulaires la dernière année de son mandat. Au final, Monsieur le maire a le record réunionnais du plus grand nombre de fonctionnaires par habitant. Voilà pourquoi, dans les couloirs de la mairie, on n'est pas toujours débordé. À l'état civil, faute de travail, Monique finit par s'adonner à l'un de ses passe-temps préférés, malgré la présence de notre caméra. Vous jouez là? Oui, je joue. Ça s'appelle le shuffle. C'est des mots mêlés, des mots des autres que vous mettez dans l'autre. Il n'y a personne. Vous voyez bien? Et bien évidemment, comme tous les fonctionnaires d'outre-mer, elle a droit à une rémunération majorée de 35%. Combien vous gagnez? Monique préfère nous répondre par écrit. C'est des poussières. Son salaire, 2300 € net, au lieu de 1500 € net en moyenne pour un poste identique en métropole. Surrémunération, additionnée au sureffectif. Résultat, à Saint-Louis, les dépenses de personnel représentent les 3/4 du budget de la mairie, contre la moitié en moyenne pour une municipalité en métropole. Alors le maire tente tout pour réduire la voilure. Mais la marge de manœuvre de ses équipes est plus que limitée. Impossible de mettre fin à la surrémunération, ni de licencier des employés municipaux qui ont l'emploi garanti à vie. La seule solution pour la directrice du personnel, c'est de ne pas remplacer ceux qui partiront à la retraite. Donc pour 2015, on n'en a pas beaucoup, hein, c'est ça? Vous allez avoir 16 départs prévus pour l'année 2015. En titulaire? En titulaire et 13 agents en non titulaire. Moins d'une trentaine de départs est prévu cette année. 48 000 plus 4 000, ça fait 52 000, ça fait 600 000 € pour 2015. C'est pas beaucoup, hein? 600 000 € d'économies sur les salaires, une goutte d'eau sur les 56 millions d'euros que représente chaque année la masse salariale. Donc si je regarde bien votre tableau, la véritable bouffée d'oxygène, ce sera en 2017. Tout à fait. Parce qu'en 2017, j'ai vu qu'on avait pratiquement plus de 55 agents qui partiront à la retraite. Et il faudra encore de nombreuses années pour que le nombre de fonctionnaires se rapproche de la moyenne nationale. Si à Saint-Louis la situation est extrême, elle est néanmoins symptomatique. La Cour des comptes a d'ailleurs soulevé le problème dans un récent rapport sur les avantages des fonctionnaires d'outre-mer. Un rapport dans lequel elle pointe du doigt leur impact significatif sur le budget des collectivités locales. En cause notamment les surrémunérations qui pèsent sur les finances des collectivités ultramarines, mais aussi leur sureffectif. Quand en outre-mer on compte un peu plus de 3 fonctionnaires pour 1000 habitants, on est seulement à 2,5 en métropole. Alors, peut-on redresser la situation? Une réforme est-elle possible? Cela fait des années que certains essayent, mais personne n'a réussi. Le député Marc Laffineur a été l'un de ceux qui ont tenté de prendre le problème à bras-le-corps. En 2003, la commission des finances de l'Assemblée nationale lui a confié une mission: rédiger un rapport sur les avantages des fonctionnaires d'outre-mer. Pour ça, il se rend à La Réunion et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été accueilli avec des colliers de fleurs. Quand je suis arrivé, on a essayé d'empêcher l'avion d'atterrir sur le tarmac par des manifestations et que j'ai dû me promener en permanence avec des hommes armés pour pouvoir faire cette mission. Effectivement, à son arrivée, entouré par des policiers en civil, son sourire est un peu crispé. L'ambiance paraît bon enfant, mais les slogans sont très clairs. Il n'est pas le bienvenu et s'engouffre immédiatement dans son véhicule. Il faut dire qu'ici, le sujet est sensible. Les conclusions de son rapport ne vont d'ailleurs pas plaire en Outre-mer. Une longue liste de réformes qui proposent une refonte totale du système.
Afin d'encourager l'égalité entre l'outre-mer et la métropole, une réforme de la réduction de 30 à 40% du montant de l'impôt sur le revenu n'a plus de raison d'être non plus. Hein. Donc il faut le supprimer, et ça on peut le faire tout de suite. Il n'y a vraiment aucune raison qu'il y ait une déduction fiscale de 30 à 40%. Impôts, surrémunération, retraite, il dénonce tous les avantages des fonctionnaires d'outre-mer. Voilà quelles étaient, si vous voulez, les différentes conclusions que je faisais à l'époque, qui malheureusement sont toujours d'actualité. Son rapport va rester lettre morte, comme tous les autres qui se sont attaqués à ce dossier brûlant. Les avantages des fonctionnaires d'outre-mer semblent intouchables. Et pourtant, un homme a quand même réussi à faire un peu bouger les choses. C'est Yves Jégo. En 2008, il devient le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer de François Fillon. L'une de ses missions est de réformer le système de retraite majorée. Une mission qui, il le sait, est loin d'être aisée. Quand j'ai commencé ce débat, tout le monde m'a dit « mais tu n'y arriveras pas ». Il y avait là des foyers de résistance, notamment dans ceux à qui on enlevait un avantage. Alors pour éviter les foudres en outre-mer, Yves Jégo tente une réforme en douceur. Il y avait plusieurs options. Soit on supprimait tout d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on piégeait des gens, parce que les gens qui venaient de prendre leur retraite, qui avaient calculé l'achat de leur maison, qui avaient calculé leurs années de retraite en fonction de ça, allaient être piégés. Soit on éteignait le dispositif sur plusieurs années. C'est le choix qui a été fait par le gouvernement sur ma proposition, d'avoir un système qui, de génération en génération, est de plus en plus faible. C'est à partir de ce décret de janvier 2009 que tout va changer. Les primes vont progressivement baisser d'année en année, jusqu'à disparaître définitivement en 2028. C'est la fin de ce que certains appellent les retraites jackpot dans les dom-toms. Mais pour ce qui est de tous les autres privilèges, rien n'a changé. Et il y a un avantage dont on ne vous a pas encore parlé. Un avantage qui nous fait tous rêver. Des semaines de vacances en plus. Tous les fonctionnaires venus de métropole y ont droit. 1 mois supplémentaire offert tous les 3 ans. C'est ce qu'on appelle les congés bonifiés. Un régime de faveur instauré pour se rapprocher de la famille restée dans l'Hexagone. Mais ce qui peut surprendre, c'est que cela ne concerne pas seulement les fonctionnaires qui travaillent en outre-mer. Il y en a d'autres qui y ont droit. À des milliers de kilomètres des plages de la Réunion, Sarcelles, en région parisienne. À la mairie, Marie est employée depuis 21 ans. Margaret, bonjour. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, à propos du problème que vous avez rencontré cet après-midi? Originaire de La Réunion, elle a décidé de passer ses vacances sur l'île pour Noël. Ce matin, elle pose ses congés. Je souhaiterais partir le lundi 7 décembre 2015 et le retour le mardi 3 février 2016. Du 7 décembre au 3 février. On a pris un calendrier pour se rendre compte. 1, 2, 3, 4, 8 semaines et demie de vacances. En tant que fonctionnaire de métropole originaire d'outre-mer, elle a aussi droit au fameux congé bonifié. Tout de suite sur D8, vous verrez comment ces fonctionnaires peuvent profiter de vacances à rallonge, payées par le contribuable. 45 000 € donc de cherté de vie, donc ce qui nous fait un total de 138 000 € pour la collectivité. Vous verrez également qu'en matière de privilèges, certains de nos concitoyens ont trouvé le moyen de jouer du piston pour décrocher des appartements à loyer réduit dans les plus beaux quartiers de la capitale. Une petite intervention de l'adjointe au maire que je connaissais. Des locataires qui sont aujourd'hui quasi invirables, alors qu'ils occupent des logements qui devraient bénéficier aux plus modestes. Il n'y a pas de raison que des personnes qui ont des situations assez extraordinaires bénéficient de loyers préférentiels dans des arrondissements et dans des immeubles. Un peu de rêve, il faut le dire. À des milliers de kilomètres des plages de la Réunion, Sarcelles, en région parisienne. À la mairie, Marie est employée depuis 21 ans. Margaret, bonjour. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, à propos du problème que vous avez rencontré cet après-midi? Originaire de La Réunion, elle a décidé de passer ses vacances sur l'île pour Noël. Ce matin, elle pose ses congés. Je souhaiterais partir le lundi 7 décembre 2015 et le retour le mardi 3 février 2016.
Du 7 décembre au 3 février. On a pris un calendrier pour se rendre compte. 1, 2, 3, 4, 8 semaines et demie de vacances. En tant que fonctionnaire de métropole originaire d'outre-mer, elle a aussi droit au fameux congé bonifié. Oui. Tu viens faire quoi de beau chez nous? Je ramène mon dossier. Bisous, bisous. Merci. D'accord. À toi, ma chérie, c'est pour toi. Ça va? Oui, ça va, merci. Et si elle peut prétendre à ce régime de faveur, c'est parce que sa famille vit encore à La Réunion. C'est l'une des conditions. Tu pars en décembre cette année? Ouais, je pars en décembre cette année, ouais. Tu vas passer Noël là-bas alors? Je vais passer Noël là-bas, ouais. Ah bah super. Si Dieu veut, ouais. Ah bah c'est bien, c'est bien. Ouais. Lydia, l'une des responsables des ressources humaines, valide ses vacances. Donc pour La Réunion. Et elle va en plus organiser son voyage. Un adulte au retour. Et elle part donc du 7 décembre au 3 février. C'est la mairie qui va lui réserver son billet d'avion et même le lui payer. C'est compris dans les congés bonifiés. Et au final, cela coûte cher à la collectivité. Guyane, il y en a 2. Bon bah oui. Car à la mairie, il n'y a pas que Marie qui a droit à un billet gratuit. Guadeloupe, nous avons combien de départs cette année? Cette année, on a 16 départs à la Guadeloupe. Et alors, ah oui, et donc eux, ils partent pas en même... Ils reviennent ou ils partent pas en même temps? Elle part avec un petit, ouais. Elle D'accord. part avec le bébé. Elle part avec le bébé, Ouais. et le papa, il part avec le plus grand? Oui. D'accord. Et pour les employés qui partent en famille, les billets du conjoint et des enfants sont aussi pris en charge par la mairie. Il y a 16 familles qui partent en Guadeloupe. On a, je crois, 7 à la 7 Martinique. familles qui partent en Martinique. Nous avons 3 familles pour la Réunion. Alors forcément, pour la municipalité, la note au final est salée. 90 000 pour les billets d'avion aller-retour, donc par famille. 90 000 € pour les billets d'avion, auxquels s'ajoutent 45 000 € de bonus de salaire. Car les congés bonifiés donnent aussi droit à une majoration pour compenser la cherté de la vie sur place. Pour la Guadeloupe, la Martinique, c'est 40% de cherté de vie. La Réunion, c'est 35%. Et ce n'est pas fini. La mairie compte 3 000 € en plus pour les suppléments de bagages dans l'avion. Donc ce qui nous fait un total de 138 000 € pour la collectivité, tous les ans. 138 000 € à la charge du contribuable. C'est un coût énorme, oui bien sûr, c'est un coût énorme. Les collectivités doivent prendre à leur charge la totalité des frais pour leurs agents. Donc c'est vrai que c'était un coût pour les collectivités, mais en même temps, on ne peut pas revenir sur des droits. L'ensemble des avantages des fonctionnaires d'outre-mer coûte cher. Plus d'1 milliard d'euros par an. Un effort de plus en plus difficile à supporter pour les contribuables dans cette période de crise. Mais sur le terrain des privilèges et des avantages, il y a un domaine encore plus sensible qui occupe le premier poste dans le budget des familles. Il est 17 h, Michel, 41 ans, sort du boulot. On pourrait croire qu'elle ne se débrouille pas trop mal dans la vie. Elle a réussi à décrocher un CDI à temps plein dans une crèche, payé le SMIC. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la petite enfance. Et je me sens bien. Pourtant, en dehors du travail, elle vit un petit enfer. Pour s'en sortir, elle est obligée de demander de l'aide à sa famille tous les mois. C'est là où j'habite. Je suis au 5e étage. Elle vit dans un 2 pièces de 27 mètres carrés. Ici, c'est mon salon, comme vous le voyez bien. Une petite chambre et une salle de bain. Là, je prends ma douche. En soi, un appartement convenable pour une personne seule. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est le montant du loyer, 800 €, disproportionné par rapport à ses revenus. Ça, c'est mon salaire, hein. Ça, c'est ma fiche de paye. Voilà ce que je gagne. Quasiment tout son salaire y passe. 1090 €. Il lui reste un peu moins de 300 € pour vivre. Elle est complètement étranglée. Avec ce niveau de revenu, Michel, en principe, a droit à un logement social, beaucoup moins coûteux. D'ailleurs, elle en a bien fait la demande à la mairie de Paris. Et voici le résultat.
Votre demande sera suivie avec la plus grande attention et soumise dès que possible à l'examen de cette commission. Ces premières démarches datent de 2003. C'était il y a 12 ans. Et les réponses sont toujours les mêmes. Je me dois d'appeler votre attention sur les difficultés que connaît actuellement le parc social parisien en raison de nombre très élevé de dossiers. Voilà, il nous est donc impossible de vous indiquer dans quel délai une proposition pourra être faite. Ah ben c'est comme ça tout le temps. Il n'y a pas de logement. Donc je ne sais pas. Là, je sais plus. Je sais plus quoi penser. Marie attend désespérément. Or, pendant ce temps-là, certains des appartements auxquels elle pourrait prétendre, et qui changeraient son quotidien, sont occupés par d'autres. Des personnes aux revenus conséquents qui refusent de quitter leur logement. C'est l'un des points noirs de la capitale. À Paris, il manque 160 000 logements sociaux. Pour en décrocher un, il faut attendre en moyenne 7 ans. Pourtant, nous avons découvert que des centaines de personnes habitent aujourd'hui dans des logements à tout petit loyer, alors qu'ils ne font pas partie des plus modestes. Ils ont simplement eu droit à un coup de pouce. J'ai joué un peu le piston, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ce logement aussi. Ces privilégiés ont bénéficié d'un système très opaque. Un système mis en place en haut lieu, au sein même de la municipalité. Nous avons d'ailleurs retrouvé de longues listes qui répertorient toutes les personnes qui ont bénéficié de ces faveurs. On est là dans le pur clientélisme, il faut le dire, de l'attribution des logements à Paris, qui a fonctionné pendant des années. On nous avait pourtant promis que l'attribution des logements serait désormais plus transparente. Alors comment se fait-il que des personnes aisées vivent aujourd'hui dans des logements qui devraient revenir aux plus modestes ? Et est-ce que pour le coup, vous comptez déménager de cet appartement ou pas? Pas du tout? Quels sont les rouages de ce système pas très équitable? Et qui sont les privilégiés qui continuent d'en profiter? C'est surprenant, mais aujourd'hui à Paris, il y a un certain nombre de logements à très bas prix et de bonne qualité qui ont été attribués au piston. Nous en avons eu confirmation en frappant à quelques portes. Bonjour. Ce monsieur, par exemple, admet qu'il a été pistonné par une ministre. J'ai joué un peu le piston, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ce logement aussi. Vous n'avez pas été aidé, à aucun moment il y a eu une intervention pour vous appuyer? Une petite intervention de l'adjointe au maire que je connaissais pour... voilà. Par relation, mais il y a 30 ans. Hein. Donc, secrétaire de Chirac. La secrétaire de Chirac? Oui, mais elle est décédée. Hein. Ça fait 30 ans. Hein. Et vous la connaissiez, du coup, elle vous a aidé Voilà. Ouais. Ces appartements ne sont pas à proprement parler des HLM. Ce sont ce qu'on appelle des logements à loyer libre. À Paris, il y en a 50 000. Des logements dont les loyers sont 30% en dessous du prix du marché. Et il y en a partout, y compris dans les arrondissements les plus chics. Exemple, près de la Bourse, en plein cœur de Paris, dans cet immeuble haussmannien, un 27 mètres carrés se loue 640 € au lieu de 918. Et à 2 pas de la Tour Eiffel, dans cette résidence, des appartements de 100 mètres carrés sont loués 1890 € par mois au lieu de 2700. D'où sortent ces logements, à part, qui font l'objet de beaucoup de convoitises. L'histoire commence dans le Paris d'après-guerre. À l'époque, la capitale a un tout autre visage. On trouve de nombreux bidonvilles, des logements de fortune faits de tôle et de bois, des immeubles qui menacent à tout moment de s'effondrer. La capitale vit alors une grave crise du logement. À Paris, l'âge moyen des immeubles est de 75 ans. 80% des immeubles du centre menacent ruine. Un logement sur 3 ne dispose ni d'eau, ni de gaz, ni d'électricité. 1 sur 5 n'a pas l'eau courante. 4 sur 5 n'ont ni douche ni salle de bain. Enfin, 240 000 familles, soit 1 million de personnes, sont inscrites sur les fichiers des mal logés. Une politique de grands travaux est alors lancée. On construit des barres d'immeubles au bord du périphérique. Des milliers d'appartements loués aux plus modestes à des loyers modérés, ce qu'on appellera des HLM. Quant aux immeubles délabrés en plein cœur de la capitale, les pouvoirs publics vont en racheter et en réhabiliter.
Et c'est une partie de ces bâtiments qui va devenir les fameux logements à loyer libre et profiter à des privilégiés. La journaliste Brigitte Vital-Durand a longuement enquêté sur ce système. Et d'après elle, au départ, la municipalité a fait un usage plutôt utile de ces appartements à loyer libre. On va s'en servir pour loger le chef de service de telle administration, loger un jeune conseiller. Mais rapidement, le système dérape et des personnes haut placées deviennent locataires. De fil en aiguille, ils ont logé des amis, des gens... Voilà, un ministre qui divorçait, c'est toujours pénible de trouver un appartement quand on veut garder son appartement pour son ancienne femme. Pof, on lui trouvait un logement. Et finalement, c'est devenu des logements qui rendent des services plutôt que des logements de service, de logements de fonction. Ces services vont être rendus à grande échelle par deux maires de Paris, Jacques Chirac et son successeur Jean Tibéri, qui ont le pouvoir d'attribuer ces appartements. Si le système peut paraître choquant, il est totalement légal, car ces milliers de logements à loyer libre ne sont pas des HLM, ils peuvent être loués sans aucune condition de ressources, à la discrétion de la mairie. C'est ainsi qu'en 1981, Jean-Pierre Chevènement, alors député, a obtenu un appartement dans le 17e arrondissement. Sur ce courrier qui lui est adressé alors par la société qui gère le logement, on voit que sa candidature vient d'être proposée par monsieur le maire de Paris, c'est-à-dire Jacques Chirac. Pour un appartement de 5 pièces, dont le loyer est au maximum de 3 859 francs, 2 fois moins cher que les prix du marché à l'époque. Avant d'accepter, Jean-Pierre Chevènement n'avait qu'à visiter l'appartement et donner son accord. Ce coup de pouce permet à l'homme politique d'emménager à une adresse très convoitée, située à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Il s'agit de la Villa des Ternes, un endroit sécurisé où seuls les résidents peuvent accéder. Jean-Pierre Chevènement s'installe à l'époque dans cet immeuble. Au départ, ce sont des élus et des proches de la mairie qui vont ainsi profiter de ces logements à bas prix. Mais au fil des années, ce sont des milliers de personnes qui vont en bénéficier. C'est ce que vont découvrir dans les années 90 les gendarmes qui enquêtent à la mairie du 5e sur l'affaire des faux électeurs. Dans le cadre de leurs investigations, ils mettent à jour une liste des électeurs qui ont obtenu un appartement sur intervention express de la mairie. On voit ici que grâce à Jean Tibéri, une femme obtient un appartement au 29 rue Pierre-Nicole, dans le 5e arrondissement. C'est un immeuble qui figure bien sur la liste des logements à loyer libre. Grâce à Jean-Charles Bardon, le successeur de Jean Tibéri à la mairie du 5e, une autre dame décroche un appartement au 84 rue Mouffetard, qui, on peut le voir, se trouve lui aussi sur la liste des logements à loyer libre. Pendant leur enquête, les gendarmes vont comptabiliser les interventions qui vont s'avérer très nombreuses. Pour la seule année 95, Jacques Chirac intervient 28 fois. Bernadette Chirac, sa femme, 21 fois. Claude Chirac, sa fille, 46 fois. Jean Tibéri, 290 fois. Et Xavier Tibéri, son épouse, 825 fois. Et tout cela seulement sur le 5e arrondissement. Il existe même à l'époque une cellule logement d'une quinzaine de personnes installée dans un bureau sous les toits de la mairie de Paris et qui gère ses attributions de logement dans toute la capitale. Une équipe discrète qu'a découverte des années plus tard Jean-Yves Manot. Cette cellule est là pour préparer des fiches pour monsieur le maire de Paris, monsieur Tibéri, qui valide ou pas de sa main l'attribution à un logement à telle ou telle personne, bien en cours sans aucun doute, pour avoir un logement. Et on est là dans le pur clientélisme, il faut le dire, de l'attribution des logements à Paris, qui a fonctionné pendant des années, du temps de monsieur Chirac et du temps de monsieur Tibéri. Jean-Yves Manot fait cette découverte en 2001, quand il devient l'adjoint au logement de Bertrand Delanoë, fraîchement élu. Le nouveau maire socialiste et son équipe décident de mettre fin à ce système d'attribution. Il n'y a pas de raison que des personnes qui ont des situations assez extraordinaires bénéficient de loyers préférentiels dans des arrondissements et dans des immeubles un peu de rêve, il faut le dire.
Bertrand Delanoë fait donc le grand ménage et supprime la cellule logement. Dorénavant, ces appartements à loyer libre, très intéressants, seront attribués de la même façon que tous les HLM. Mais cela permet-il d'éliminer complètement le piston? Désormais, toutes les demandes atterrissent ici, dans une annexe de la mairie de Paris. Il s'agit du service logement. Jérémy Alain en est le directeur. Et désormais, quand un logement à loyer libre se libère, comme ici un 2 pièces de 49 mètres carrés dans le 16e, loué 894 €, il y a désormais, comme pour une HLM, des conditions de ressources. Pour 2 personnes, le plafond PLS pour le revenu mensuel est à 4 198 €. Pour avoir l'appartement, il faut ensuite marquer un maximum de points selon un barème très précis. Par exemple, si vous êtes sur le point de divorcer ou de vous séparer, vous gagnez 4 points. Si vous êtes victime de violences conjugales, c'est 6 points. En moyenne, pour décrocher un logement à loyer libre, il faut 8 points. Et pour éviter le piston, une autre précaution a été prise. La personne donc est auxiliaire de puériculture, divorcée, sans enfant. Elle a un taux d'effort élevé où il y a 45%. Quand les dossiers passent en commission, comme ici à la mairie de Paris, l'adjoint au logement, Yann Brossat, ne connaît pas les noms des demandeurs. Ils sont désignés par des lettres de l'alphabet. Le D, le E et le B qui est encore chez ses parents. Oui, mais il y a un enfant sur le A. Oui, c'est vrai. Les coupes-fils, en principe, c'est donc une époque révolue. D, E, A. On a fini? On a fini, merci à tous. Sauf qu'en réalité, ces précautions n'ont pas réellement tout changé. Si le piston n'est plus possible en principe, un certain nombre de personnes qui ont décroché leurs appartements à l'époque où il suffisait de connaître quelques personnes bien placées à la mairie sont encore aujourd'hui dans les murs. Comme par exemple Jean-Pierre Chevènement. Après avoir obtenu son 5 pièces dans le 17e arrondissement en 1981, il a été relogé 2 ans plus tard dans un autre logement à loyer libre, cette fois dans le prestigieux quartier du Panthéon. « 32 ans plus tard, il y habite toujours. Nous avons tenté de le joindre par téléphone sans résultat, alors nous nous sommes rendus à son domicile. Est-ce que Monsieur Chevènement est là, s'il vous plaît? Vous êtes sa compagne? Et est-ce que pour le coup, vous comptez déménager de cet appartement ou pas? Pas du tout? Voilà, au revoir madame. Au revoir. Jean-Pierre Chevènement a donc décidé de rester dans les lieux. Il a en revanche accepté que son loyer augmente pour atteindre 2 000 € pour un 100 mètres carrés, ce qui reste quand même 30% au-dessous des prix du marché. Comme lui, environ 1 millier de locataires qui ont décroché leur appartement quand le revenu n'entrait pas en ligne de compte profitent toujours de ces loyers très réduits. Alors que fait la régie immobilière de la ville de Paris, qui est propriétaire de certains de ces appartements? Pourquoi ne met-elle pas fin à ces situations souvent scandaleuses? Le patron, Serge Contat, aimerait bien pouvoir mettre de l'ordre. Mais ce sont des logements à loyer libre, pas des HLM. Les locataires ont signé un bail classique de droit privé, reconductible tous les 6 ans. Il n'a donc aucun moyen de mettre ces locataires à la porte, quel que soit leur salaire ou le piston dont ils ont bénéficié. Seule possibilité, s'en remettre à leur sens moral. La régie a ainsi envoyé un courrier à 4 locataires, qui sont également des élus. C'est des lettres qui ont été envoyées en 2009 pour les premières. Je souhaite qu'à un horizon raisonnable, vous preniez l'initiative de résilier votre bail afin que le logement que vous habitez puisse être utilisé pour assurer le logement d'une famille qui en a véritablement besoin. Alors, quel résultat a-t-il obtenu? 2 des 4 personnalités qui ont reçu la lettre ont quitté leur appartement en 2012. Mais 2 autres ont décidé de ne pas bouger. Fadela Amara, ancienne secrétaire d'État, conserve son 55 mètres carrés dans le 13e, avec un argument: la défense de la mixité sociale. Quant à Jean-Pierre Chevènement, il reste dans son appartement faisant valoir qu'il n'y a rien d'illégal à ça, ce qui est vrai. Serge Contat doit donc s'armer de patience et sa seule façon de récupérer ses appartements à petit loyer, c'est que ses locataires fassent un faux pas.
C'est ce qui lui a permis, dans ce quartier prisé à 2 pas de la Tour Eiffel, de récupérer un très grand appartement. Les lieux, en rénovation au moment de sa visite, avaient été occupés pendant plus de 30 ans par les mêmes locataires. Nous avions donc 86 mètres carrés et demi. Il y a l'équivalent à l'étage d'en dessus, plus une chambre supplémentaire donc à l'étage d'en dessus. Donc un total qui faisait environ 170 mètres carrés. 4 chambres de 15 mètres carrés, un salon de plus de 40 mètres carrés, le tout sur 3 étages, avec un petit plus très apprécié des Parisiens. La terrasse, oui, une bonne 50aine de mètres carrés. L'important d'ailleurs pour une petite terrasse, c'est d'avoir un coin pour déjeuner dehors souvent. Hein. Les locataires payaient 3 800 € par mois au lieu de 4 700 dans ce quartier. C'est Frigide Barjot, la porte-parole de la Manif pour tous, qui profitait de ces conditions avantageuses. En mars dernier, elle était expulsée et donc contrainte au déménagement. Une affaire très relayée par la presse. En fait, si Serge Contat a pu mettre fin à son bail, c'est parce que le mari de Frigide Barjot a fait une bourde. Il a installé sa société de communication dans l'appartement et c'est formellement interdit dans le bail. C'était en fait le lieu d'exercice réel de l'activité d'une société commerciale. Voilà. Et ça, c'est évidemment, dans le bail, il est écrit résidence principale. Et c'est totalement incompatible. À la fin de l'été, ce triplex remis à neuf a été loué à des étudiants en colocation. Un appartement récupéré pour des centaines d'autres logements à loyer libre, toujours occupés par des locataires qui auraient les moyens de se loger dans le parc privé. Des élus qui occupent des logements destinés aux plus modestes, même si c'est légal, cela peut choquer, car nous attendons d'eux une attitude irréprochable. Aujourd'hui, 70% des Français n'ont plus confiance dans les politiques et ils leur demandent de donner l'exemple. Et c'est d'autant plus vrai que certains d'entre eux disposent de moyens importants. Indemnités, frais de représentation et allocations diverses. Tout un maquis de rémunération plus ou moins transparent et il arrive que certains en abusent. À Bruxelles, cet imposant bâtiment ovale est le siège d'une institution mal connue des Français, le Parlement européen. Ici travaillent quotidiennement 751 élus. Et d'après notre enquête, ils sont parmi les plus gâtés d'Europe. En revanche, ils ne sont pas volontiers transparents sur le montant de leur rémunération. Nous avons dû solliciter une dizaine de députés français. Et finalement, l'un d'entre eux a accepté notre caméra. Cet élu, c'est Françoise Grossetête. Bonjour, comment ça va? Elle est eurodéputée depuis 20 ans, c'est son 5e mandat. Celui-là, c'est un prix que j'ai eu pour la santé, pour mon travail sur les questions de santé au Parlement. C'est un prix qui m'a été donné par l'ensemble de mes collègues, l'ensemble du travail qui est fait par les députés. Les avantages auxquels elle a droit en tant qu'eurodéputée, Françoise Grossetête les assume. Elle a accepté de nous les montrer en détail, à commencer par son salaire. Je vous ai amené un bulletin de rémunération, une rémunération nette de 6 252 €. De toute façon, c'est une rémunération qui correspond sensiblement à la rémunération des députés à l'Assemblée nationale, des sénateurs, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Françoise Grossetête a aussi droit à une enveloppe de 4 300 € par mois. Cela doit lui permettre de couvrir ses frais. J'ai déjà sur moi 100 €, mais il faudra que je vous donne plus, hein, parce que si vous avez des classeurs à racheter, je peux vous donner encore 50 € si vous voulez. Les timbres, ça file vite. Les timbres, ça file très très vite. Le Parlement européen lui verse chaque mois cette somme sur un compte spécifique. C'est pas de l'argent personnel, là, c'est de l'argent que j'ai pris spécialement pour les frais. Donc je l'ai pris sur le compte. Je l'ai pris sur le compte des frais généraux. C'est cette carte-là. Et selon l'eurodéputé, 4 300 €, ça part très vite. Là, j'ai 139 € de frais d'autoroute. Là. Péage lors de ses déplacements professionnels, facture de téléphone. 74,88 €.
matériel informatique pour sa permanence dans sa circonscription à Lyon, ou encore frais de stationnement. Par exemple, j'ai un abonnement annuel pour garer ma voiture dans un parking de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. TTC, 1 380 € pour l'année. Est-ce que vous dépensez du coup l'intégralité de votre Oui, écoutez, oui. Sur l'année, oui. C'est dépensé intégralement, sur l'année. L'assistant parlementaire de Françoise Grossetête tient une comptabilité scrupuleuse. Il conserve toutes ses notes de frais car en cas de contrôle, elle tient à pouvoir justifier toutes ses dépenses. En principe, donc, les eurodéputés ne peuvent pas faire n'importe quoi avec cet argent. Sauf qu'en fait, les contrôles, il n'y en a quasiment jamais. J'ai été une fois contrôlée, en réalité, oui, c'était sur, ça devait être, ça remonte à très longtemps, ça devait être mon 2e mandat, ça remonte à peut-être une 12aine d'années. Mais moi, j'ai eu aucun problème. Hein. Les contrôles sont donc rarissimes. Pourtant, l'ensemble des frais généraux représente une somme considérable, 38 millions d'euros par an au total. Mais les eurodéputés ne semblent pas gênés par cette absence de transparence. Seul un tout petit nombre d'entre eux met à disposition des citoyens européens le détail de leurs frais sur des sites en ligne, consultables par tous. C'est le cas de quelques députés britanniques et de ce député allemand. En revanche, du côté des eurodéputés français, aucun effort. Aucun d'entre eux n'explique comment il dépense son enveloppe de plus de 4 000 € de frais par mois. Alors nous avons pris une initiative. Nous avons demandé à l'intégralité de nos 73 élus tricolores de jouer le jeu de la transparence en nous faisant parvenir par mail leurs 2 derniers relevés de compte sur lesquels sont prélevés leurs frais généraux. L'immense majorité, hélas, ne nous a pas répondu. Et un seul a joué le jeu. Édouard Martin, un député socialiste. Il nous a transmis ces 2 derniers relevés de compte. Et nous avons pu vérifier que toutes ces dépenses s'y trouvaient. Téléphone, essence et repas. Un seul député français sur les 73 qui siègent au Parlement, on aurait pu s'attendre à plus de transparence. D'autant plus que leurs ressources ne s'arrêtent pas là. En plus de leur salaire et des sommes versées pour couvrir leurs frais, les députés européens touchent une autre somme d'argent, un système de rémunération peu connu et qui rapporte gros. Dans un instant sur D8, vous découvrirez les astuces insoupçonnées de certains députés européens pour empocher une jolie somme d'argent sans même travailler. Un bureau anonyme, une signature en catimini et c'est plus de 300 € de gagné. Et vous êtes juste là pour ramasser de l'argent. Ça ne vous regarde pas. Vous verrez aussi que, question assiduité, nos députés à Bruxelles sont loin d'être les premiers de la classe. Certains brillent même par leur absence. Personne n'est obligé de venir travailler. Après, c'est le choix de chacun et la conscience de chacun. Pourtant, certains ont trouvé un moyen de participer aux débats européens, sans même se déplacer. Ça fait 3 mois qu'on essaie de vous avoir, monsieur Mélenchon. On vient exprès pour vous voir. Non, c'est pas envie. Seul un tout petit nombre d'entre eux met à disposition des citoyens européens le détail de leurs frais sur des sites en ligne, consultables par tous. C'est le cas de quelques députés britanniques et d'un député allemand. En revanche, du côté des eurodéputés français, aucun effort. Aucun d'entre eux n'explique comment ils dépensent son enveloppe de plus de 4 000 € de frais par mois. Alors nous avons pris une initiative, nous avons demandé à l'intégralité de nos 73 élus tricolores de jouer le jeu de la transparence en nous faisant parvenir par mail leurs 2 derniers relevés de compte sur lesquels sont prélevés leurs frais généraux. L'immense majorité, hélas, ne nous a pas répondu. Et un seul a joué le jeu. Édouard Martin, un député socialiste. Il nous a transmis ces 2 derniers relevés de compte. Et nous avons pu vérifier que toutes ces dépenses s'y trouvaient. Téléphone, essence, repas. Un seul député sur les 73 qui siègent au Parlement européen, on aurait pu s'attendre à plus de transparence. D'autant plus que leurs ressources ne s'arrêtent pas là. En plus de leur salaire et des sommes versées pour couvrir leurs frais, les députés européens touchent une autre somme d'argent. Un système de rémunération peu connu qui rapporte gros.
Ce matin, Françoise Grossetête va siéger à la commission environnement. La réunion à Paris, elle est à quelle heure? La réunion elle est à 18h, 18h. Cette commission se réunit toutes les semaines pour préparer les lois qui seront ensuite débattues. C'est l'une des principales missions des députés. Je vais prendre une bouteille d'eau aussi. Hop. Je vais poser mes affaires. Mais avant de s'installer, elle a quelque chose de très important à faire. Je vais signer la feuille de présence. Cette feuille de présence, elle n'oublie jamais de la signer. Bonjour. Bonjour, ça va? Merci. Il y a un vrai suivi si un député est trop absent dans sa commission, il se fait un petit peu secouer. Il y a aussi une autre raison, c'est que quand les députés signent cette fameuse feuille de présence, cela leur donne droit à de l'argent en plus. 306 € par jour pour payer les restaurants et l'hôtel quand ils sont à Bruxelles. Une somme qui s'ajoute à ces frais généraux, c'est ce qu'on appelle des indemnités de présence. Françoise Grossetête vient 9 jours par mois au Parlement, elle touche donc 2000 € en plus. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, tout à l'heure. Et elle n'a pas à fournir de justificatif, ni même à rembourser les sommes qu'elle n'aurait pas dépensées. Cette journée à Bruxelles, par exemple, ne lui a pas coûté trop cher. La députée a été invitée à déjeuner. Bonsoir. Elle n'a donc que sa nuit d'hôtel à payer. Je paye 179 € la chambre, c'est ça, je ne me trompe pas. Il lui reste donc dans sa poche 127 €. Il y a d'autres fois où je dépense beaucoup plus que mon indemnité. Donc ça compense la semaine où j'ai un peu moins de frais. Au final, Françoise Grossetête nous dit utiliser la totalité des sommes versées dans le cadre de ses déplacements. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Car sur place, certains députés sont beaucoup moins dépensiers et gardent cet argent pour en faire ce qu'ils veulent. Au revoir. Merci. Nous sommes à Paris, gare du Nord. Vous allez voir ce jour-là comment une parlementaire peut passer une journée à Bruxelles sans dépenser un centime de ses indemnités. Alors, quelle loi? Karima Delli est une eurodéputée verte très pressée. Il est 1h moins le quart. Après une conférence de presse à Paris, direction Bruxelles pour siéger à la commission transport cet après-midi. Bonjour. On va voir votre titre de transport, s'il vous plaît. Un billet en première classe au tarif préférentiel de 38 €, payé directement par le Parlement. Le trajet dure moins de 2 heures, durant lesquelles Karima Delli en profite pour potasser. Je m'octroie juste cette période de confort pour réellement travailler le dossier et faire en sorte que je n'arrive pas en commission sans maîtriser mes dossiers. Ça, c'est ma priorité. Et vous voyez, on court tellement que je n'ai même pas le temps d'acheter un sandwich. Et donc, j'ai la possibilité aussi de pouvoir manger dans le train. Ça tombe bien en effet, car avec son billet première classe, son repas est compris. Hop. Vous désirez le plateau repas? Oui, et je vais prendre de l'eau pétillante. Merci. Son déjeuner à peine avalé, elle arrive à Bruxelles. Allez vite, on y va. C'est au pas de charge que Karima Delli se rend au Parlement. Elle va participer à une commission qui durera plus de 4 heures, ce qui lui donne droit à son indemnité de présence de 306 €. Et à la sortie, Karima Delli ne restera pas à Bruxelles comme Françoise Grossetête. Elle reprend le train pour la France. La journée n'est pas finie. Là, on va à Lille. On va rencontrer des associations. Et comme justement, elle est de Lille, elle en profitera pour dormir là-bas ce soir. Ce jour-là, elle n'a donc payé ni repas, ni hôtel, et c'est souvent comme ça. Elle empoche donc une grosse partie de ses indemnités, environ 2500 € par mois. Mais Karima Delli nous affirme que cet argent, elle s'en sert pour la bonne cause. En règle générale, je les touche pas et donc je vais les redonner notamment soit à des assos, soit pour aider des amis, etc. qui en ont besoin. Voilà. Des sommes qu'elle reverse donc à des associations ou des amis. Cela n'a rien d'illégal,
car ces indemnités, les députés européens peuvent les utiliser comme bon leur semble. Mais certains parlementaires abusent du système et ils se sont fait prendre la main dans le sac. Pour justifier de sa présence et être ainsi défrayés, les députés ne doivent pas forcément passer la case commission. Il y a un autre endroit où ils peuvent signer la fameuse feuille de présence. C'est au bout de ce couloir. C'est ce qu'on appelle le registre central. Impossible de savoir ce qui s'y passe réellement. L'entrée est interdite à ceux qui ne sont pas députés. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. C'est pour tous les journalistes ou c'est juste parce qu'on a... Ah non, le quoi, la salle de... La salle de registre. Non, c'est pour tout le monde. Ça c'est jamais j'ai vu... Et même si on reste au bout du couloir, non? Non. Nous n'aurons pas plus d'explications. Une chose est sûre, c'est que le dernier passage d'une caméra au registre central a fait grand bruit. Une émission de télévision allemande jette un pavé dans la mare. Nous allons maintenant parler de l'indemnité de présence au Parlement. Ce n'est pas un mystère que certains députés se mettent de l'argent dans les poches de manière abusive. Et voici ce qu'on découvre dans le reportage, quand le journaliste poste sa caméra devant le fameux bureau du registre central. Cette fois-ci, c'est au Parlement de Strasbourg qui fonctionne exactement de la même manière que celui de Bruxelles. Il est 7 h du matin, des députés font la queue pour signer la feuille de présence, mais ce qui étonne le journaliste, c'est qu'ils ont leur valise avec eux. Il est 7 h du matin. Qu'est-ce que vous faites ici avec votre valise? J'ai encore du travail dans ma circonscription. Car ce député ne restera pas au Parlement ce jour-là. Il repart aussitôt chez lui dans son pays, et ce n'est pas le seul. Les parlementaires ne se sentent d'ailleurs pas très à l'aise. Et pourquoi partez-vous? Vous avez honte de vous enregistrer? C'est un peu comme s'ils étaient pris les doigts dans la confiture. Car leur astuce est révélée au grand jour. En signant la feuille de présence, ils touchent les indemnités alors qu'ils prennent le premier train pour rentrer dans leur circonscription. Et vous êtes juste là pour ramasser de l'argent? Ça ne vous regarde pas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Parlement européen se serait bien passé de ce scoop. Je proteste. Vous empêchez la presse d'exercer. Le journaliste se fait reconduire par la sécurité jusqu'à la sortie. Ce petit manège des eurodéputés existe-t-il toujours? Difficile de répondre, puisque nous n'avons pas été autorisés à filmer dans les bureaux du registre central. Avec leurs indemnités, leurs frais et leurs salaires, tous ces moyens importants qui sont mis à leur disposition, on pourrait attendre des eurodéputés un comportement exemplaire, et notamment qu'ils soient très assidus. Nous retrouvons Françoise Grossetête, qui paraît un peu seule en commission ce jour-là. Il n'y a personne à côté de vous. Ils sont vos collègues. À côté, c'est une collègue socialiste. C'est là la limite entre... Je suis juste à la limite. Là, c'est un collègue polonais. Non, c'est un collègue allemand, italien. Et il n'y a pas que ses voisins qui manquent à l'appel. Un quart des sièges est vide. Le sujet du jour, l'avenir énergétique de l'Europe. Mais personne n'est obligé de venir travailler. Après, c'est le choix de chacun et la conscience de chacun. Au Parlement européen, chacun agit donc selon sa conscience. Et le constat que nous avons fait ce jour-là est loin d'être exceptionnel. L'absentéisme au Parlement européen est une réalité quotidienne. Il a même été pointé du doigt par la presse. Et les photos en disent long. Parmi les plus mauvais élèves, il y a les eurodéputés français, les cancres du Parlement. Et ceux qui les ont repérés travaillent dans ces bureaux, à quelques kilomètres du Parlement européen. C'est un organisme indépendant, VoteWatch, une organisation qui établit chaque année le palmarès des bons et des mauvais élèves du Parlement. Et le patron, Doru Frantescu, est incollable sur la question. Ici, on trouve la participation. Donc,
On peut vérifier qui a été présent, qui a été absent. Pour obtenir ces résultats, ils sont 3 à surveiller avec minutie chaque prise de parole des députés, chacun de leurs votes, mais aussi leur présence en session. Des données publiques disponibles en ligne, dont ils tirent des statistiques publiées sur leur site. Et voici le classement pour les élus qui ont siégé entre 2009 et 2014. Lors de ce dernier mandat, le taux d'assiduité des parlementaires européens était de 84% en moyenne. Il y a les bons élèves, comme les Français Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, ou encore Elisabeth Morin-Chartier qui dépasse les 95%. Mais il y en a d'autres qui sont bien en dessous de la moyenne. Près de la moitié des députés français. On les trouve dans tous les partis. Au FN, il y a par exemple Jean-Marie Le Pen. Il a participé à seulement 66% des votes. Chez les Verts, Eva Joly avec 67%. Ou encore à droite, Gaston Franco avec 66%. Les hommes politiques peuvent dire qu'ils sont très actifs, mais en réalité, n'est pas toujours comme ça. Mais nous avons ici toutes les données qui peuvent confirmer ou infirmer toutes les histoires, toutes les déclarations. Et il y a un député qui conteste fermement son classement. C'est un député très connu des Français, Jean-Luc Mélenchon. En ayant participé à 71% des votes, il est parmi les derniers, 669e sur 766. Récemment interrogé sur ce sujet dans une émission de télévision, il remet en cause les méthodes de calcul de VoteWatch. C'est un des sites de classement et il ne tient compte que du nombre de fois où on bouge les doigts dans la machine à voter. Mais je suis sur un autre site, le premier des Français. Il y a donc un autre classement qui lui est plus favorable. Nous sommes allés vérifier les dires de M. Mélenchon sur cet autre site. MEP Ranking. Comme VoteWatch, il calcule l'assiduité des parlementaires européens. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon est très bien placé. Il n'est pas premier comme il l'affirme, mais deuxième parmi les élus français. Mais alors comment est-ce possible? Comment Jean-Luc Mélenchon peut-il passer de cancre à élève modèle? C'est un journaliste du quotidien Le Monde qui a découvert l'astuce, Samuel Laurent. Il a été l'un des premiers à s'étonner d'un tel écart entre les deux classements de Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'était sur l'ancienne session. Et c'est en se penchant sur les méthodes de calcul des deux sites qu'il a compris. Car il y a une différence qui change tout. Il y a un critère qui distingue MEP Ranking et VoteWatch, qui est le critère de la participation pendant les séances et des questions posées. Donc un eurodéputé peut poser des questions pendant les séances plénières du Parlement européen, et Jean-Luc Mélenchon en pose plein, mais vraiment plein. C'est ce que le site MEP Ranking appelle des speeches, discours en français. Seulement voilà, aussi bizarre que cela puisse paraître, on peut s'exprimer au Parlement sans forcément être présent. Il suffit d'envoyer des interventions écrites par mail, et elles sont prises en compte par MEP Ranking. Avec cette technique, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon a l'intervention facile. Ça, c'est les explications de vote de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a les 400 à peu près qu'on a pu retrouver en archive. À l'intérieur, c'est à chaque fois une dizaine de lignes où l'eurodéputé commente à distance des textes examinés au Parlement. Et vous voyez, il suffit de regarder par écrit, par écrit, par écrit, par écrit. Et normalement, à une exception près, je pourrais toutes vous les montrer, ça donnerait à chaque fois pareil, par écrit, etc., etc. Et on peut dire que Jean-Luc Mélenchon aime être précis. Sur cette séance, par exemple, il a rédigé pas moins de 84 explications de vote. Voilà comment le site répertorie au final plus de 1200 interventions lors de son dernier mandat. C'est 40 fois plus que la moyenne des députés français. Et ce qui a d'autant plus surpris Samuel Laurent, c'est la progression du nombre d'interventions au fur et à mesure de son mandat. Elle est vertigineuse. Plus on s'approche des élections de 2014, plus ça grimpe. Donc l'année de pré-campagne européenne, les questions posées par Jean-Luc Mélenchon et les explications de vote qu'il donne, voilà, explosent. On arrive à 672, donc plus de 40 par mois, contre moins de 10 par mois au début de son mandat. Selon le journaliste, avec ses multiples questions, Jean-Luc Mélenchon aurait donc dopé les statistiques.
Une astuce pour paraître assidu au Parlement européen. Nous avons cherché à contacter l'eurodéputé, mais il n'a jamais répondu à nos demandes. Alors nous avons tenté notre chance directement au Parlement, à la sortie d'une session à laquelle il siégeait cette fois-ci. Quand vous avez fait autant de questions écrites lors de votre dernière mandature? Mais le député fait mine de ne pas nous entendre. Ah non, non, non. Monsieur Mélenchon, vous me dites, je ne veux pas vous parler, j'arrête en fait. C'est plus simple en fait. Pardon? Vous ne voulez pas en fait répondre à mes questions? On n'est pas obligé, on n'est pas. Non, vous n'êtes pas obligé, Donc mais je vous vous dites pas réponds, que j'ai pas j'ai pas envie. pris rendez-vous, ça fait 3 mois Absolument. que je suis avec vous Bah, et que d'accord. j'essaie d'avoir un rendez-vous. Très bien, voilà, j'ai rien contre vous, je vous connais pas. Bah oui, mais est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous, convenir d'un rendez-vous à Paris? Mais c'est pas moi qui vais prendre ça dans un cours, enfin. Bah oui, mais ça fait 3 mois qu'on essaie de vous avoir, monsieur Mélenchon. Eh ben, On vient écoutez, exprès c'est la pour vous vie. voir. Bon, bah tant pis. On vous enverra les questions par écrit. Non, non, c'est pas la peine. Mais l'astuce a fait long feu. Les milliers de questions posées par des députés comme Jean-Luc Mélenchon engorgeaient les sessions parlementaires. Alors en janvier 2015, Bruxelles y a mis un terme. Dorénavant, le nombre d'interventions sera limité à 5 par mois et par député. Pour pouvoir être considéré comme un parlementaire actif, il faudra désormais être vraiment présent. Entre les indemnités de présence, les salaires, les frais généraux, les députés européens ont à leur disposition 13 000 € par mois. Mais ce n'est pas encore tout. Ils disposent d'une 4e enveloppe, une enveloppe encore plus importante que les autres. Et c'est à propos de cet argent que depuis le mois de mars dernier, les services du Parlement enquêtent. Ils ont en ligne de mire les pratiques des élus européens du Front National qui entourent ici Marine Le Pen. Le FN, au cœur d'une enquête pour fraude. Le FN et ses assistants parlementaires soupçonnés de fraude au Parlement européen. Alors, de quoi s'agit-il? À Paris, au siège du site d'information Mediapart, la journaliste Marine Turki suit le Front National depuis 7 ans. Nous, on a fait la cagnotte pour les partis et les bons comptes de Marine Le Pen au Parlement européen. Ça, c'était au mois de mai-juin. Et puis là, plus récemment, on a fait ce qui est reproché au Front National, où on est l'enquête, etc. Au cœur de l'enquête, il y a l'enveloppe de 21 000 € dont disposent chaque mois tous les députés européens pour embaucher des assistants parlementaires qui les aident dans leur travail. Par exemple, sur le site du Parlement, on voit que la députée FN Sophie Montel a embauché 3 assistants parlementaires, Bruno Bild, Aloïs Navarro et Kevin Pfeffer. Mais au mois de février dernier, le FN publie son nouvel organigramme à l'occasion de la réélection de Marine Le Pen à la présidence du parti. Et ce qui va intriguer les services du Parlement, c'est que l'on retrouve dans cet organigramme 20 personnes qui sont aussi assistants parlementaires auprès des députés FN à Bruxelles. Parmi eux, les 3 assistants de Sophie Montel, par exemple, et bien d'autres encore. De nombreux assistants parlementaires qui sont donc payés par l'Europe, alors que dans le même temps, ils occupent des fonctions importantes dans un parti politique. Du jamais vu à Bruxelles. Le FN, visiblement, a donné une ampleur à cette pratique qui, d'après le Parlement européen, est sans exemple historiquement. Donc on a quelque chose qui, d'après le Parlement européen, serait assez systématisé. Alors les services du Parlement se demandent si le FN n'utiliserait pas l'argent destiné aux assistants parlementaires pour en fait payer des cadres du parti. C'est une manière de financer peut-être une partie de son activité en envoyant des assistants au Parlement. Donc avec les fonds européens, on peut permettre de soulager un peu les finances du parti. En tout cas, c'est la question qui est aujourd'hui au cœur de l'enquête. Nous avons cherché à contacter la présidente du Front National sur le sujet. Notre demande est restée sans réponse. Alors nous sommes allés à sa rencontre pour lui poser la question. Madame Le Pen, alors est-ce que vous vous servez de l'argent du Parlement pour payer les cadres de votre parti? Elle ne nous répondra pas. Mais au moment où l'enquête est révélée par la presse, au mois de mars dernier, Marine Le Pen s'est exprimée dans un communiqué officiel du FN. Elle y met en accusation Martin Schulz, le président du Parlement, étiqueté à gauche, qui a lancé l'enquête. Et qui, affirme-t-elle, aurait calomnié et jeté en pâture ses assistants
à la demande de son ami Manuel Valls, à quelques jours des élections départementales. Pour y voir plus clair, au moment de la révélation de l'enquête en mars 2015, nous nous sommes intéressés à 2 de ces assistants parlementaires qui cumulent les fonctions. D'abord, ce jeune homme de 26 ans, Timothée Houssin. Sur le site internet du Parlement, il figure alors sur la liste des assistants qui travaillent pour Nicolas B. Ceci alors qu'il est en même temps, dans l'organigramme du FN, secrétaire national adjoint aux fédérations. Alors comment Timothée Houssin arrive à concilier ces 2 fonctions? Pour son travail à la direction du Front National, il doit se rendre ici au siège du parti à Nanterre. C'est donc là que nous avons cherché à le rencontrer. Oui, bonjour. Je souhaitais savoir si Monsieur Houssin était là. Non, il n'est pas là encore, Monsieur Houssin. Mais il travaille bien ici? Oui. Ok, merci. Au revoir. L'avantage ici pour Timothée Houssin, c'est qu'il peut en même temps travailler auprès de son député, lui-même dirigeant du FN, et qui passe donc du temps dans ses locaux. Sa rémunération, elle, est assurée intégralement par le Parlement. Son député, Nicolas B, nous a justifié à l'époque cette situation au téléphone. En l'occurrence, on a quand même le droit d'avoir une activité politique bénévole, indépendamment du fait qu'on est assistant parlementaire, voilà, dans le cas de Timothée Houssin. Est-ce un hasard ou sous la pression de l'enquête du Parlement? Mais le 1er avril dernier, le jour de notre tournage, la situation de Timothée Houssin a changé. Et par ailleurs, il est plus mon assistant parlementaire maintenant, il travaille au sein du Front National à compter du 1er avril. C'est à partir d'aujourd'hui que c'est effectif. Et pour quelle raison alors? Pourquoi c'est devenu, ça a Parce que changé? maintenant, j'ai vu avec lui qu'il veut être investi vraiment dans la structure Front National, dans le cadre de mon équipe du secrétaire général. C'est à cause de l'enquête? Non, ça n'a rien à voir. Alors que l'enquête venait de s'ouvrir, Timothée Houssin a quitté ses fonctions d'assistant et il n'est pas le seul. C'est aussi le choix qu'a fait ce jeune homme, Arnaud Aubois, qui a été visé un temps par l'enquête du Parlement. C'était l'assistant parlementaire du député Aymeric Choprade. Mais on le voit aussi souvent derrière Marion Maréchal Le Pen, dont il est le conseiller en communication. Je ne suis pas là ce soir pour faire la promotion d'un parti politique. Conseiller l'une des figures du mouvement, tout en étant l'assistant parlementaire d'un autre élu, est-ce possible? Il ne nous a pas accordé d'interview filmée, mais il a accepté de nous répondre au téléphone. Vous arrivez à concilier les 2? Oui, parce que moi je fais un travail qui est un travail de communication et de contact presse. C'est un métier qui se fait beaucoup au téléphone et par des rendez-vous. Moi je suis pas payé à la pièce. J'ai un contrat de travail de droit français à mi-temps. Et auprès de Mme Le Pen, c'est pareil, c'est un contrat en CDI à mi-temps. C'est complètement transparent. Lui aussi, depuis l'ouverture de l'enquête, a choisi d'abandonner son poste d'assistant. Il n'est plus visé par l'enquête du Parlement européen aujourd'hui. Mais concernant les autres assistants parlementaires du FN, l'enquête du Parlement européen se poursuit. Voilà pour ce reportage. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Thierry Ornay, Aurore Belzer, ainsi que les équipes de TV Presse. Bonsoir et bonne semaine.